Et autrement, les podcasts des journées de l'économie autrement. Idée numéro 1, la responsabilité territoriale des entreprises. Bonjour à tous et à tous, je suis Justin Lépine, je suis journaliste à Alternative économique et je vais m'occuper de l'animation de ce débat, de cette table ronde sur la responsabilité territoriale des entreprises. On évoque souvent depuis plusieurs années les enjeux de relocalisation, la prise en compte de l'activité des entreprises sur les territoires et aussi l'impact des modèles économiques des entreprises sur les territoires. Car oui, maintenant on le sait, les entreprises ont un impact sur l'environnement, le climat est une question centrale et heureusement, mais les entreprises ont aussi un impact plus large et du coup une responsabilité sur leur territoire. Et donc se pose la question de cette responsabilité territoriale des acteurs et du coup comment ce collectif, c'est-à-dire tous les acteurs, entreprises qui composent un territoire, entreprend ensemble vers une idée de bien commun et pour œuvrer dans une transition sociale et écologique. Pour mieux comprendre du coup qu'est-ce que la RTE, la responsabilité territoriale des entreprises et surtout les exemples et le point de vue des acteurs, on accueille aujourd'hui Marine Filippi. Vous êtes professeur d'économie industrielle à Bordeaux Sciences Agro et chercheur associé à l'INRAE. Et vous avez beaucoup travaillé sur cette notion de responsabilité territoriale des entreprises. Du coup, vous pouvez nous dire plein de choses. Claude Verne, vous êtes administrateur de AMA Group qui regroupe entre autres la Massif et Aesio Mutuel. Et vous êtes également vice-président de la Massif. Vous pourrez du coup nous donner votre vision sur la responsabilité territoriale d'un acteur de la mutualité et les actions que vous mettez en place. Tony Bernard, vous êtes le directeur général de l'Impact Tank, qui est un think and do tank dédié à l'évaluation d'impact des innovations sociales et environnementales. Et vous avez écrit un rapport cette année sur le sujet de l'ancrage territorial des entreprises. Vous pourrez du coup nous livrer ces enseignements. Marc Buisson, vous êtes secrétaire général et membre du conseil d'administration de la société coopérative Upcoop, qui est connue pour Up Déjeuner et le succès des chèques déjeuner qui n'est plus à démontrer. Et vous pourrez aussi nous expliquer, vous, votre regard chez Upcoop de la RTE, c'est quoi et vos actions. Et ensuite, Ingrid Hélène Gay, vous êtes déléguée générale du mouvement SOL, qui est la Fédération des monnaies locales et complémentaires. Pouvez-vous nous expliquer comment et pourquoi les monnaies locales sont des outils de la responsabilité territoriale des entreprises? Mais pour commencer, je vais céder la parole à Marine Filippi. Vous pouvez peut-être revenir sur l'histoire et la définition de la RTE. Qu'est-ce qui la différencie de la RSE? Ou finalement, c'est quoi la responsabilité territoriale des entreprises? Je suis très honorée par l'invitation et je suis ravie de participer et puis de discuter avec vous. Je crois que c'est très important de rencontrer les gens dans les territoires et de voir comment ils se saisissent de cette notion. Il y a 2 ans en arrière, il y avait un sondage pour ESS France qui disait que 96% des Français pensaient que les entreprises devaient avoir une responsabilité territoriale. Alors après, on s'était amusé à un petit jeu pour dire mais alors qu'est-ce que c'est? Et là, ça devenait beaucoup plus compliqué, ou en tout cas chacun pouvait avoir sa vision. Et si on faisait ce jeu avec vous maintenant, effectivement, on aurait des réponses différentes, mais pas forcément fausses. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement comment cette notion de responsabilité territoriale, donc nous on dit RTE, comment elle résonne chez les acteurs, chez les citoyens, chez les entreprises, mais aussi chez les collectivités territoriales, et pourquoi elle semble familière. Alors, elle semble familière parce qu'évidemment, très souvent, on entend parler de RSE, de responsabilité sociale des entreprises, et que cette responsabilité sociale des entreprises, c'est une notion qu'on travaille depuis déjà plusieurs années, qui a donné lieu à beaucoup de travaux, aussi bien de chercheurs que d'organismes internationaux. Et puis, moi, je reprendrai juste la norme ISO 26000, qui date de 2010, et qui dit que la responsabilité sociale des entreprises, c'est une responsabilité qui doit s'établir sur 3 piliers, l'économique, le social et l'environnemental. Et effectivement, la notion de responsabilité, rendre compte de ses actes et en assumer les conséquences, elle est vraiment très fortement liée à la montée en puissance des préoccupations environnementales et du fait que l'entreprise, elle peut pas continuer à exploiter des ressources, à exploiter sans compter et à émettre des impacts négatifs sur l'environnement, mais aussi sur la société. Et ce lien-là, on le voit, il est forcément très présent.
Pour autant, la responsabilité territoriale, et je vais le définir dans un deuxième temps, mais pour autant, c'est quelque chose qui est différent. Et en France, on a un avis de la plateforme RSE de juillet 2018 qui s'est consacré à cette notion-là pour essayer d'identifier quels en étaient les termes, les contours et les conséquences sur la société. Alors, nous, on a repris cet avis au sein de la chaire Terre ESS de Sciences Po Bordeaux avec différents chercheurs et on a mené en fait un travail en parallèle avec des chercheurs et puis un travail avec des acteurs pour voir ce qui se donnait, ce qui se raisonnait en termes de est-ce que c'est une notion pour faire pchit, pour faire joli, ou bien est-ce qu'il y a un vrai contenu et quel est ce contenu, qu'est-ce que ça apporte la RTE par rapport à la RSE, parce qu'effectivement c'est différent, c'est complémentaire, c'est différent, c'est pas opposé. On pourra revenir dans les débats, mais c'est quelque chose qui effectivement repose en définition telle qu'on l'a travaillé sur entreprendre en responsabilité et en collectif pour le bien commun. Et cette définition-là, en fait, elle repose sur l'inversion de deux logiques d'action très importantes. La première, c'est qu'en fait, avec la RTE, on est sur une logique collective, on est sur de l'action collective, c'est-à-dire qu'on va travailler ensemble avec différentes parties prenantes. Et ça, c'est quelque chose qui permet de mettre l'accent sur les processus de coopération, et on va y revenir. Puis la deuxième inversion de logique, c'est qu'en fait, on va travailler aux besoins concrets, on va travailler à répondre à des besoins concrets pour créer des solutions, pour apporter des réponses concrètes. Et donc l'hypothèse qu'on a fait, on développe un programme de recherche actuellement, c'est qu'en fait, c'est sur le territoire que se créent de nouvelles solutions, des réponses, non pas dans un esprit localiste, mais dans un esprit de répondre aux grands défis. On traverse aujourd'hui une crise majeure, économique, sociale, environnementale, démocratique, et cette complexité appelle des solutions qui ne sont pas simples et qui ne peuvent pas être apportées par un seul acteur. Donc, le processus de responsabilité territoriale, en fait, ce qu'il met en lumière, c'est que le territoire est un lieu concret d'action parce que c'est un lieu d'engagement. Et donc, ça va éclairer l'entreprendre autrement de ces journées qui portent le titre. C'est finalement le fait de se dire l'entreprise, quand elle s'ancre sur un territoire, quand elle se pose sur un territoire ou quand elle émerge d'un territoire, elle n'est pas là pour exploiter la ressource, mais elle est bien là pour régénérer cette ressource-là, pour créer avec les autres acteurs des ressources. Et à partir de ce moment-là, on met en avant la coopération et pas la compétition ou la concurrence, mais en même temps, on redéfinit des logiques d'action qui sont différentes. Et on va le voir avec les autres intervenants de cette table ronde. Ça nécessite d'engager autrement des collaborations avec des entreprises, mais également des collectivités territoriales. On va le voir avec AEMA Group et avec Claude Verne, de chercher à mesurer les impacts, de savoir comment on appréhende ces processus-là. Parce que finalement, et je laisserai la question ouverte, qu'est-ce que c'est le territoire ? Qu'est-ce que ça veut dire coopérer ? Ça veut dire quoi quand on l'a vu nous en première question avec les acteurs de l'atelier, c'est finalement je travaille avec mon concurrent, comment ça se fait, comment je peux faire, pourquoi. Donc les mesures d'impact sont très très importantes et on a étudié et on étudie différents dispositifs. Donc on aura un exemple sur les monnaies locales, mais on voit bien que ces dispositifs collectifs, que ça soit territoire zéro chômeur, les PTCE, les PAT, montrent bien que quand on appréhende une problématique, faut la prendre dans sa diversité. Par exemple, quand vous avez un problème d'emploi dans le milieu rural, c'est peut-être vous n'arrivez pas à attirer des talents, mais c'est peut-être le fait, pas seulement le salaire, mais il y a peut-être des problèmes de mobilité, il y a peut-être des problèmes de logement, il y a peut-être, tout cet ensemble-là, c'est-à-dire arrêter de penser en silo pour co-construire des réponses qui ont une complexité et qui ont plusieurs facettes. Et ça, c'est d'autant plus important, donc, et je terminerai sur cette dimension-là, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, les collectivités, les citoyens, on n'a pas le choix. L'urgence climatique, les inégalités font qu'on n'a pas le choix
de faire autrement et que donc on a besoin d'apprendre à coopérer, d'apprendre à s'écouter, de se connaître et de développer une création de valeur, ce qu'on a appelé, nous, la valeur territoriale, c'est-à-dire quelque chose qu'on crée ensemble sur les territoires et qui est partagé avec tous. Et du coup, ça fait une transition parfaite, comme vous l'avez évoqué, pour Claude Verne de AMA Group. Comment s'incarne la RTE chez vous? Quelles sont les actions qui ont été mises en place par le groupe et par ses marques? Et plus largement, quelles sont les perspectives de développement de la RTE chez vous? Je me permets de rebondir par rapport au propos de Marilyn, que je trouve c'est un vrai discours politique qu'elle a fait. Aujourd'hui, ce qu'on vit avec le PLF et le PLFSS est juste dramatique. Qui est le budget, le projet de loi de finances, je rappelle pour les sigles. Les politiques publiques sont pour la plupart à l'agonie, vu ce qu'on nous propose. Et effectivement, tu as évoqué, Marilyn, le sujet des mutualisations et des coopérations. Aujourd'hui, ça reste juste essentiel. Sauf que les politiques publiques, alors je devrais pas le dire dans cette enceinte-là, mais l'évaluation des politiques publiques laisse à désirer, on va dire, en étant soft. Pour des groupes comme le nôtre, l'autorité de contrôle, je peux vous dire qu'on est hyper contrôlé. Et c'est là où, effectivement, moi qui suis aussi élu de collectivité territoriale, quand j'ai découvert par le biais de Marilyn le concept de RTE, moi ça m'intéresse au plus haut point. Parce que cette coopération entre les collectivités territoriales et les entreprises à impact sur les territoires, les bassins de vie, sont juste essentiels. Alors un groupe comme le nôtre, qui est un groupe national, bien évidemment, qui s'est créé autour de marques, tu l'as évoqué, Aesio et Massif. Et aujourd'hui, on a quatre grandes marques avec Abeille Assurance et Ophi Invest. Effectivement, on est au plus près des territoires. Il y a ce concept aussi d'Origine France Garantie, qui est une marque et qu'on revendique complètement. Nos CRC, nos centres d'appel, enfin tous nos emplois sont en France et on les crée aussi dans des territoires où il y a des besoins. On va pas là uniquement où effectivement dans les métropoles, etc. On est partout en France. Et puis et surtout, on a ce concept d'hyper proximité on est en pleine élection au niveau de Massif. Enfin, nos délégués sont élus par les sociétaires, les adhérents. Et aujourd'hui, on a à peu près au niveau d'AMA plus de 1800 délégués qui sont sur la totalité du territoire et qui agissent au plus près des territoires en matière de prévention, d'actions concrètes avec les collectivités territoriales, avec tout notre écosystème partenarial. Et donc, c'est ce qui génère effectivement ce concept en interne de responsabilité territoriale du groupe et de l'entreprise. Bien évidemment, c'est l'objet des mutualisations et que représente aussi le groupe AMA. En 2025, on aura 3 fondations, donc au service aussi, bien évidemment, des entités de l'économie sociale. Je reviens pas sur mon propos initial, mais qui vont être en très grosse difficulté en 2025, 2026, et on va voir comment on peut avancer. Sur l'axe métier, nos métiers tournent autour de la santé, de la prévoyance, de la finance épargne, ce qu'on appelle l'IRD, donc l'assurance des personnes et des biens, qui est un sujet aussi porté par les collectivités territoriales, mais dans notre écosystème entrepreneurial, il y a plein d'entreprises sur lesquelles on va pouvoir, via nos véhicules d'investissement, intervenir pour rentrer en lien avec les besoins de nos métiers. Je pense que tu parlais de mobilité et de la notion de mobilité sur les territoires. Ça fait penser à des travaux de think tank sur le sujet qui prouvent bien qu'effectivement, quand le sujet de mobilité n'est pas appréhendé pleinement et entièrement par les collectivités territoriales, on voit ce à quoi ça aboutit. Un vote extrême. Donc, ces sujets-là sont prioritaire. Un groupe comme le nôtre, on va travailler sur le sujet de la mobilité dans nos partenariats avec notre écosystème, mais aussi en créant cette mobilité via des véhicules de transport autonomes. C'est des concepts qui existent aujourd'hui, qui sont identifiés clairement, qui sont éprouvés et qu'on peut essaimer partout en France. Et là, effectivement, la notion de communauté d'intérêt aussi a tout son sens. En travaillant avec d'autres entreprises de l'ESS, mais pas que, qui vont trouver un intérêt à investir pour trouver des solutions sur les territoires.
J'ai parlé de l'engagement effectivement de nos marques et de nos délégués sur le terrain. Alors il y a plein de dispositifs que je vais pas évoquer parce que sinon le temps va être grévé et surtout le but c'est de pouvoir échanger avec vous. Mais par contre, effectivement, il est important de comprendre qu'un groupe comme le nôtre, qui est un groupe mutualiste de l'ESS, on n'a pas d'actionnaire, donc nos véhicules d'investissement sont à destination du développement des territoires. Je peux parler de Massif Impact ESS. Voilà, on aide au changement d'échelle d'entreprise de l'ESS. Massif Innovation, un fonds qu'on vient de créer, Massif Terre et Vivante, très en lien avec effectivement le développement durable et les transitions nécessaires, c'est 50 millions d'euros. Massif Participation, on a investi massivement dans les forêts avec des gestions bien évidemment durables. Aesio Mutuel fait la même chose avec des fonds dédiés à l'investissement impact. La Fabrique Abeille Assurance, que vous connaissez peut-être, qui intervient aussi sur des entreprises de l'ESS. Et puis, des grands groupes comme le nôtre. On a un gestionnaire d'actifs qu'on a regroupé au travers de nos 4 marques, de nos 3 marques qui s'appellent Ophi Invest. C'est plus de 200 milliards de gestion d'actifs, donc c'est de l'argent qui nous appartient pas, mais qui nous permet d'investir sur les territoires. On a un fonds territoire innovant. Alors, on crée des fonds en mettant de l'argent, mais ça fait venir d'autres investisseurs. Sur les fonds territoires innovants d'Ophi Invest, on est à 152 millions d'euros d'investissement, mais au bout du bout, avec les autres investisseurs, on est à 500 millions et on investit complètement les territoires. Je considère que, voilà, en lien avec les entreprises de proximité qui ont tout leur sens, on fait vraiment un lien très très fort. On évoquait le fonds Blue Ocean. Je sais que pour Bourgogne-Franche-Comté, c'est pas forcément le front maritime, etc. Mais en tout cas, on investit pour la régénération des océans. En private equity, on travaille aussi sur l'hydrogène vert avec le fonds Swift. Enfin voilà, une multitude de. Je vais pas détailler tous les fonds qu'on met en place, mais qui sont vraiment à destination des territoires. On a investi concrètement dans des entreprises de Bourgogne-Franche-Comté et dans toutes les régions. Voilà ce que je pouvais dire en quelques mots. Je ne veux pas trop développer et détailler les fonds, mais en tout cas, vous avez une image de ce qu'un groupe comme le nôtre, qui est un groupe mutualiste et de l'ESS, je le répète, parce que quelquefois, quand on se présente à droite et à gauche, voilà, un assureur mutualiste, bon voilà, c'est un assureur, ils font rentrer de l'argent, ils remboursent plus ou moins les gens quand ça va bien, et ça se limite à ça. Non, c'est de multiples métiers qui ont un impact réel sur les territoires. Du coup, je cède la parole à Tony Bernard. Vous avez rédigé un rapport cette année sur le sujet, notamment de la RTE. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur la façon dont vous avez travaillé et finalement, c'est quoi les effets de la RTE du coup ? Vous avez mesuré ses impacts, enfin essayé de mesurer ses impacts. Je voulais d'abord rebondir sur ce que disaient mes 2 précédents collègues sur le rôle des entreprises. Alors je ne serai pas aussi critique que toi sur la dégringolade des politiques publiques, sur leur capacité à régler les problèmes socio-écologiques, mais quand même le rôle des entreprises, il est je le vois dans les travaux qu'on mène toute l'année, bien sûr de plus en plus important pour relever les défis d'intérêt public et dans tous les domaines. Et je pensais, j'ai pris la note lorsque j'entendais Marilyn citer les différents rapports de France Stratégie et autres. Il y a un rapport de l'OCDE qui est sorti en 2023 dans lequel plus des 2/3 des citoyens de la quasi-totalité des pays de l'OCDE disent qu'en matière de lutte contre les inégalités, j'ai cette référence en tête parce qu'on a mené un travail sur l'égalité des chances à l'école, dites que ce sont les acteurs privés qui ont un rôle majeur, donc ils ne croient plus complètement dans la capacité de l'État à favoriser l'égalité des chances à l'école, ont un rôle majeur pour changer les choses dans le domaine. Alors, l'idée du groupe de travail qu'on a mené sur le sujet
pas tout à fait de la RTE. La RTE en faisait partie, mais c'était sur l'engagement territorial des entreprises. Nous vient d'abord de premiers travaux qu'on a menés il y a 2 ans, plutôt sur l'économie sociale et solidaire, sur l'innovation sociale en ruralité, sur le bien-être territorial. Et dans le cadre de ces travaux, on s'était concentré plutôt sur les acteurs de l'ESS et non pas sur le monde de l'entreprise conventionnelle. Mais ce qui ressortait des consultations qu'on avait menées, c'était 2 choses. D'abord, la notion d'ancrage commençait déjà à émerger. Et les acteurs de l'économie sociale nous disaient, on a besoin que les entreprises qui s'implantent dans nos territoires sont davantage ancrées. Alors, c'est-à-dire intégrées dans le tissu local, soient impliquées dans la gouvernance locale, etc. Et puis la deuxième notion qui remontait de ces consultations, c'était la notion de coopération, en effet. Alors, ça paraît simple, mais c'était l'idée d'avoir davantage de partage d'informations, mais aussi d'avoir davantage de partenariat dans, en l'occurrence, là c'était sur le bien-être, entre les acteurs qui interviennent sur le bien-être territorial. Et donc, on s'est dit, à partir de ces travaux, on va lancer une deuxième phase de travail qui va se consacrer plutôt sur les acteurs de l'entreprise. Et sur les acteurs de l'entreprise, on a donc recensé une centaine d'initiatives d'entreprises qui s'intéressent aux grands défis de nos territoires. On en avait une quinzaine, parmi lesquels la mobilité, en effet, parmi lesquels la cohésion sociale, l'accès à l'alimentation, l'accès au logement, l'accès à la santé, etc. Le rapport s'est aussi intéressé aux inégalités, et j'entendais Marilyn parler bien sûr de transition écologique et de transition sociale, donc s'intéresser aux inégalités environnementales, économiques et sociales qui pèsent sur les individus et aux différents contrastes qui existent entre les territoires, à la fois les phénomènes de métropolisation, les phénomènes de périurbanisation et de déclassement de certaines zones rurales, et puis toutes les inégalités qui peuvent se situer même au sein de la métropole entre les quartiers prioritaires et les autres. Et on s'est demandé dans ces travaux comment est-ce que les entreprises peuvent être des acteurs de la transition juste. Alors, il y a plusieurs modèles, évidemment. Alors, il y a 3 défis qui nous sont parus essentiels. D'abord, un défi, et je l'ai entendu, dans la façon de transformer son modèle d'entreprendre. En effet, 6 des 9 limites planétaires sont déjà dépassées. Et donc, l'idée de simplement réduire ces externalités négatives, même de manière radicale, ne suffit plus. Et j'ai même entendu le mot régénératif dans la bouche de Marilyn. En effet, on a vu ce mot apparaître dans ces travaux, c'est-à-dire il faut aujourd'hui aller dans une démarche de régénération. Et donc ensuite, on a lancé des travaux sur la régénération qui sont en cours. Deuxième défi, un défi de transition juste. Aujourd'hui, au JEA, Éloi Laurent, l'économiste, est invité, et j'en suis très heureux, qui parle de perspectives sociales et écologiques, le sujet de la double peine des plus modestes qui subissent les inégalités issues des programmes de transition écologique. On en est tous très conscients, il faut prendre ça à cœur, puisque c'est essentiel pour pouvoir mener toutes ces transitions de front. Et puis le troisième défi, c'est le défi dans sa façon de concevoir l'impact et de le mesurer. Ce qu'on voit à l'Impact Tank, dans Think Tank, c'est la façon dont les acteurs, tous les acteurs, et je pense que vous en êtes conscients, se saisissent de la notion d'impact. Il apparaît sur toutes les lèvres et il a des connotations très différentes en fonction de si on se situe dans l'économie solidaire, dans le monde de l'industrie, où on parle plutôt d'impact environnemental, l'objectif sera plutôt de le réduire, paradoxalement, dans l'évaluation des politiques publiques, dans le monde de la RSE et de l'entreprise, la définition de l'impact sera différente, et donc l'enjeu, c'est de pouvoir poser une définition commune, suffisamment rigoureuse, suffisamment ambitieuse pour pouvoir mettre tout le monde d'accord autour d'une même définition et de mêmes indicateurs. Et donc, c'est ce sur quoi on s'est attelé avec ce rapport, c'est bâtir un référentiel d'indicateurs communs de mesure d'impact pour pouvoir parler un langage commun et pour pouvoir définir pour tel et tel sujet, tel et tel défi, des indicateurs qui soient communs, qui permettent de mesurer les mêmes impacts. Et du coup, quelles étaient vos recommandations, vos conclusions, et comment ça a été accueilli, ce rapport ? Enfin, est-ce que certaines propositions ont été reprises partiellement ? Alors, peut-être d'abord un enseignement, c'est que l'ancrage territorial, qui peut paraître comme étant simplement une position idéologique, pas du tout. C'est une position qui a beaucoup de sens, puisque on s'est rendu compte que plus l'entreprise était ancrée, ça paraît évident, mais en fait on l'a prouvé scientifiquement, c'est ça qui est intéressant de le dire, plus l'entreprise est ancrée dans son territoire, plus elle a de l'impact social. Et donc c'est même une prédisposition à l'impact social. On s'est rendu compte que beaucoup d'indicateurs d'impact social étaient aussi des indicateurs d'ancrage territorial. Ensuite, sur les recommandations, on a proposé une vingtaine de recommandations aux entreprises, que je vais pas lister, le rapport est disponible sur notre site, et une
une vingtaine de recommandations à destination des pouvoirs publics. Certaines ont été reprises, puisque notre rapport a été remis à l'ancienne ministre en charge de ces sujets, qui était Olivier Grégoire, qui a repris 2 des 20 recommandations qu'on avait produites, l'une sur les PTCE, les pôles territoriaux de coopération économique, où on proposait de poursuivre leur financement, parce qu'on y croit beaucoup, et l'une sur les contrats à impact. Et puis d'autres recommandations qui toujours sont en cours, en tout cas, et sur lesquelles nous, on voudrait appuyer davantage, c'est sur le fait d'intégrer la mesure d'impact dans les stratégies économiques des territoires. Et donc, lorsque on est dans un territoire, pouvoir solliciter auprès des entreprises qui veulent s'implanter dans notre territoire des démarches de mesure d'impact, de diagnostic territorial qui préfigurent leur coopération avec les acteurs du territoire et leur ancrage. Je cède la parole à Marc Buisson. Vous, quelle est votre vision de la RTE et les actions mises en place? Qu'est-ce que concrètement vous faites et dans quelle démarche? La RTE, peut-être par méconnaissance ou par erreur, en fait, nous, étant coopérative, au sortir du Covid, on s'est posé quand même pas mal de questions, comme toutes les entreprises, bien entendu. La première question qu'on s'est posée, c'est est-ce que notre statut de coopérative suffisait en fait à justifier et à engager toute l'entreprise en fait sur cette démarche en fait de redistribution de la richesse sur l'ensemble de nos territoires. On s'est vite rendu compte que non. C'est vrai que le statut de coopérative aide, on parle de coopération bien sûr, de construire avec les autres et donc de redistribuer à ceux qui ont contribué à créer de la valeur, mais on s'est rendu compte qu'en fait il fallait s'obliger. Rapidement, on s'est dit on va devenir aussi entreprise à mission. Alors entreprise à mission pour une coopérative, c'était pas forcément un parcours qui a été si facile que ça, parce qu'on nous a questionné en disant mais vous avez pas besoin, dans vos statuts vous avez déjà toutes ces notions d'entreprise à mission. Sauf que on le faisait par engagement, mais on le faisait pas parce qu'on était obligé de le faire. Donc aujourd'hui, le fait d'être devenu une entreprise à mission nous oblige sur l'atteinte de certains indicateurs. Et bien sûr qu'on a mis la RTE et la redistribution au territoire dans nos indicateurs. La RTE le vit au sein de notre démarche RSE globale. J'y fais pas beaucoup de différence pour moi, parce que le territoire, pour nous, c'est un des 5 axes, un des 5 piliers qu'on a décidé de promouvoir dans cette démarche RSE. Il y a la gouvernance, bien sûr, parce que nous, modèle coopératif, on a envie. UpCoop, aujourd'hui, c'est 25 pays, c'est 10 milliards d'euros de volume d'affaires. Les 10 milliards d'euros, c'est pas pour faire la l'apologie et la publicité de notre modèle. Vous verrez pourquoi j'en parle derrière, mais je pense que derrière ces volumes-là, il y a vraiment la notion d'impact qu'on peut avoir. Mais le premier, c'est la gouvernance. Le deuxième, c'est le social, au même niveau que l'économique. Donc, bien sûr, on doit assurer la pérennité de nos modèles, mais pas plus, en fait, que notre impact social, notre modèle de gouvernance. Il y a le sociétal, donc tout ce qui va être redistribution sur les territoires, et bien entendu, l'environnemental. Alors, l'environnemental, c'est le 5e pilier. Ça peut paraître le parent pauvre, mais aujourd'hui, ça l'est plus du tout. Mais ça a aussi voulu dire changer beaucoup de culture au sein de notre entreprise. Quand je parlais d'entreprise en mission, en fait, l'idée, c'était de se dire, il y a 2 moyens pour nous de faire de l'impact au niveau des territoires. Il y a bien sûr tout ce qu'on peut conduire, et j'écoutais mes collègues avant, en termes de mécénat. On a une fondation qui, depuis 8 ans, en fait, une fondation d'entreprise, agit sur les territoires, agit justement sur un peu sans faire de politique, les laisser de côté du projet de loi de finances, et je pense à ceux qui font partie de la famille de l'ESS, les associations. Donc c'est nous, acteurs économiques, maintenant, on est de plus en plus demandés, de plus en plus impliqués dans les démarches qui avant ne concernaient que les associations, parce qu'elles n'ont plus les financements, d'où le lien et le tremplin entre les associations et les acteurs économiques de l'ESS, qu'ils soient coopératifs, qu'ils soient mutuels ou autres. Donc ça, c'est le premier point. Il y a aussi les coups de main qu'on peut donner à la création de modèles de l'ESS sur les territoires. On a récemment participé à la création de 2 SIC. Alors, Bleu Blanc Cœur, que souvent beaucoup connaissent, qui favorise bien sûr l'alimentation plus saine, mais aussi l'éducation alimentaire. Je pense que c'est un sujet qui est hyper important pour répondre à toutes les problématiques aujourd'hui que connaissent notamment les agriculteurs. Et une autre plutôt sur les numériques des territoires. On prend pas forcément de parti, que ce soit l'éducation, que ce soit l'alimentation, même si quand on parle de déjeuner, bien sûr, une grande partie de notre activité est liée à l'alimentation. Mais quand je parlais des 10 milliards d'euros, c'est à la fois une vision, c'est à la fois un rêve, mais c'est aussi des actions concrètes. Si demain on arrive à convertir ces 10 milliards d'euros, et je sais que tout à l'heure on va parler de monnaie intelligente, nous on a la prétention depuis 60 ans d'avoir une monnaie qui est quand même assez intelligente. Parce que cette monnaie-là, en fait, elle est donnée par des financeurs, qui soient publics, qui soient privés, pour que des bénéficiaires ou des citoyens puissent dépenser en fait ces montants-là dans les commerces locaux. Dans tous les cas, ça ne va pas au-delà des frontières. Et on a créé dans les années, depuis 60 ans, un réseau qui ne peut pas s'étendre à l'infini. Donc ça, c'était le premier point. Mais on était limité, le papier ne nous permettait pas en fait d'avoir cet impact direct et fort que le numérique aujourd'hui nous permet. On a vécu notre évolution numérique ces dernières années, mais aujourd'hui, on est capable
à travers des expérimentations, de rendre cette monnaie de plus en plus intelligente. On est capable de mettre des mécanismes en fait qui vont encourager la consommation. Or, le vilain mot de la consommation, bien sûr, on a envie qu'elle soit beaucoup plus raisonnée, bien entendu, mais on a surtout envie en fait qu'elle soit responsable. Et ça, c'est vraiment tout l'enjeu qu'on est en train de faire en France comme à l'international. Alors bien sûr, pour le faire, il faut être gros, il faut continuer à être gros. Hein. Donc l'aspect économique, il est bien entendu important parce que si on veut avoir un impact, on ne doit pas être une niche. On doit compter sur le marché. Je vais prendre 2 exemples qu'on a envie, et c'est vraiment cette vision en fait de les répliquer sur l'ensemble des territoires, France et international, peu importe. La commune de Creil. On a ce dialogue qui à la fois avec des élus, à la fois avec des RH, à la fois avec des financeurs, et on avait des élus en face de nous, peut-être un peu illuminés, mais peut-être pas, et qui à travers le dispositif en fait s'étaient rendu compte eux ils finançaient des dispositifs, notamment sur le titre restaurant, mais qu'ils n'avaient pas la visibilité d'où ces dispositifs étaient dépensés. Le numérique aujourd'hui, la digitalisation nous permet de leur montrer où ils sont dépensés, et ils se sont rendus compte qu'en fait ceux qui pensaient être dépensés dans leur commune, et encore moins dans les centres, dans les cœurs de ville, étaient dépensés à peu près dans 800 communes en France. Donc ils se sont vite rendus compte qu'en fait le dispositif il était bien, mais il n'était pas optimisé. On a mis en place avec eux, et sans vouloir moraliser, parce que si les gens ont envie de les dépenser sur l'ensemble du territoire, on n'est pas là pour leur donner de leçons ou pour changer leurs habitudes, mais peut-être pour essayer de les orienter, les motiver à changer ces comportements à travers des dispositifs en fait de cashback, donc de revalorisation de leur portefeuille, des titres qui leur étaient concédés, qui leur étaient attribués. Petit à petit en fait, on les a revalorisés au fur et à mesure qu'ils allaient vers des commerces qu'on jugeait un peu plus responsables, ou alors de plus en plus en cœur de ville. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui 3 fois plus de titres sont dépensés en cœur de ville. Et le deuxième exemple, c'est sur alors on a beaucoup parlé au niveau du gouvernement, on s'était positionné sur ce fameux chèque alimentation durable, et on espère qu'un jour il verra le jour, parce que c'est vraiment, encore une fois, rendre le dispositif le plus intelligent possible. On ne désespère pas. Mais parce qu'il ne faut pas faire tout seul. Donc avec une ONG, avec ACF, Action contre la faim, avec aussi des partenaires, Biocop notamment. On a mis un dispositif sur la commune de Montreuil, en fait, pour que certaines populations qui n'avaient pas forcément le pouvoir d'achat pour aller dans les commerces bio et les commerces qu'on dit plus responsables, parce que alors, si on fait des analyses sur le long terme, ça coûte peut-être pas forcément plus cher sur le long terme d'aller consommer dans les commerces de proximité ou pour de l'alimentation bio ou plus responsable. Mais par contre, il y avait besoin de donner cette incentive, en fait, cette motivation pour aller dans les commerces. Et donc, on a mis en place un dispositif pour revaloriser les montants qu'ils avaient à leur disposition, et que ces familles puissent aller acquérir des biens, des produits biologiques. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. C'est quelque chose qu'on est en train de répliquer sur une 15aine de communes en France. Et donc, on voit que le modèle, en fait, il est vertueux. Et nous, on a l'ambition, la vocation, je pense qu'elle a la responsabilité aussi à travers nos solutions, et aussi parce qu'il y a 60 ans, en fait, on a fait naître un dispositif pour que les salariés, et on militait pour que les salariés, parce qu'on l'a fait aussi avec les confédérations syndicales, puissent bénéficier d'une pause repas saine et sociale. Aujourd'hui, on a envie que cette pause sociale et saine, elle s'oriente vers des achats un peu plus responsables que jusqu'à maintenant. Pour finir, je passe la parole à Ingrid Hélène-Sol, et en quoi les monnaies locales peuvent être un outil de la RTE? Donc, pour moi, les monnaies locales, alors surtout après tout ce que j'ai entendu sur la RTE, c'est un outil qui est assez naturel pour la RTE. Les monnaies locales, c'est des vrais outils de développement économique local, de cohésion territoriale, c'est des aides pour la transition environnementale juste. Donc, j'imagine que tout le monde ne connaît pas en détail, donc je vais vous faire un petit résumé de ce que sont les monnaies locales. Elles existent en France depuis 2010, notamment grâce à un projet qui s'appelait Sol, qui avait été coporté par la Massif, le Groupe Up et le Crédit Coopératif. Donc, on se retrouve quand même ensuite. Et elles sont officiellement reconnues par la loi ESS de 2014, ainsi que par le Code monétaire et financier. Donc, on parle d'outils qui sont intégrés dans la loi. Aujourd'hui, il y a à peu près 80 associations de monnaie locale et à peu près 65 monnaies locales qui sont actives. Il y en a d'autres qui sont soit en sommeil, soit en création. Elles sont obligatoirement donc portées par des structures de l'ESS. Actuellement, c'est 100% des associations, si je ne me trompe pas. Il y en a certaines qui réfléchissent à passer en SIC, mais voilà, ça donne un petit peu l'idée. On est vraiment des structures de l'ESS, une monnaie de l'ESS pour l'ESS et pour les territoires. La monnaie locale, comme son nom l'indique, c'est un moyen de paiement. Alors, comme son nom ne l'indique pas, ce n'est pas totalement une monnaie, dans le sens où on ne peut pas la garder en banque ou autre chose. C'est un moyen de paiement qui circule sur un territoire donné auprès de personnes qui respectent, de professionnels qui respectent une charte de valeurs.
Alors, pourquoi ces outils de la RTE? Déjà, première dimension, cette dimension de coopération et cette dimension démocratique qui a été évoquée plusieurs fois. Une monnaie locale, quand elle est créée, c'est majoritairement à l'initiative de citoyens, souvent en lien avec les collectivités locales autour ou avec des structures économiques, ou avec des structures économiques autres, parfois par des collectivités locales. Je peux citer dans celles qui sont encore actives telles quelles, le Relon en Normandie qui a été créé par le conseil régional. En tout cas, voilà, créé majoritairement et pour le coup, très majoritairement par des citoyens, collectifs citoyens qui vont réfléchir ensemble aux besoins du territoire, donc travailler sur un diagnostic territorial, travailler en lien donc avec les collectivités locales, avec les structures de l'ESS, avec les professionnels, pour répondre à un besoin. Et première chose, évidemment, définir le territoire sur lequel on veut travailler. Et si c'est sur un grand territoire, réfléchir comment on remplit tous les besoins. Là-dessus, je suis cité la Dôme qui me semble un peu exemplaire sur sa création. Alors, je vois les copains de la PIF, je ne sais pas comment ils ont été créés, mais qui, dès le départ, a créé tous ces groupes locaux pour pouvoir répondre à la fois aux besoins de Clermont-Ferrand, mais aussi aux besoins des zones beaucoup plus rurales ou semi-rurales. Et la charte a été construite pour répondre aux besoins de tous. Donc, vraiment, construit ensemble, répondre aux besoins réels. Ensuite, démocratiquement sont décidées la charte de valeurs. Alors, elles se ressemblent toutes, elles ont beau être démocratiques, elles ont beaucoup de points communs. C'est développer les circuits, développement du circuit court, achat local, faire un effort vers le bio ou le raisonné, respecter le prix juste vis-à-vis des producteurs et des autres, voilà, etc. Mais en tout cas, voilà, des dimensions sociales, environnementales, locales fortes. On définit ensemble évidemment le nom de la monnaie, qui est souvent en lien avec le territoire. Ou avec la langue locale. Alors, par exemple, à Lyon, c'est la gonette. Le Gaune, c'est le petit enfant en lyonnais. Donc voilà, c'est des petits clins d'œil comme ça. Définition ensemble, si on veut passer rapidement ou pas aussi au numérique. Alors ça soit à la création ou plus tard, parce que la digitalisation, alors je vais pas refaire le point, il a tout expliqué à côté, donc sur la digitalisation. Donc voilà. Mais en tout cas, travaille éventuellement là-dessus. Et toute la partie démocratique restera tout au long du processus. Tous les utilisateurs sont adhérents. Donc pour justement réexpliquer comment on devient utilisateur. Donc l'association est créée, on a notre monnaie qui est créée. Et là, moi, comme particulier, je vais adhérer. Je vais échanger, par exemple, si j'étais à Strasbourg, j'échangerais 100 € contre 100 Stutz. 1 euro égale une monnaie locale, c'est simple, pas de souci. Ces 100 € que j'ai échangés sont déposés dans un fonds de garantie. Et donc, premier effet positif, après le travail démocratique qui a été fait, le diagnostic territorial, mais premier effet économique positif, ces 100 € sont déposés dans un fonds de garantie qui est investi dans des projets locaux, généralement à travers de la nef ou du crédit coopératif. Alors souvent la nef parce qu'on a un accord avec eux qui font qu'ils s'engagent à investir, à se donner les moyens pour investir 2 fois plus que ce qu'on dépose en fonds de garantie via les monnaies locales. Donc des projets investis. Ces 100 € sont sortis d'économie réelle pour investir dans des projets, sont sortis d'économie, rentrent dans l'économie réelle, sont sortis de l'économie bancaire, parfois d'une banque classique, pour être investis dans des projets sur le territoire avec une valeur environnementale ou sociale. Et il me reste quand même mes 100 Stutz. Et avec mes 100 Stutz, je vais pouvoir dépenser ça auprès de professionnels adhérents aussi, donc qui respectent la charte de valeurs, professionnels qui peuvent être des commerçants, qui peuvent être des structures de l'ESS, des MJC ou autres, qui peuvent être aussi des collectivités locales, via les cantines, les théâtres municipaux, etc. Le but, c'est que ces professionnels réutilisent eux-mêmes l'argent auprès d'autres structures de membres, de façon à ce que l'argent reste le plus longtemps possible sur le territoire. Donc, l'argent restant plus longtemps sur le territoire, ça fait plus de TVA, plus de revenus pour le territoire. On considère que si j'injecte 1 000 € en monnaie locale, sur le temps qu'il faut pour que ça génère 2 000 € de valeur supplémentaire pour le territoire, ça en fait que 1600, entre 1300 et 1600 si j'avais injecté la même somme en euros. Donc vraiment un coefficient multiplicateur de la richesse des territoires. Donc, j'ai utilisé, le but c'est que ça reste le plus longtemps. On sait que 70% des professionnels ne reconvertissent jamais leur monnaie locale en euros. Donc ça veut quand même dire qu'il y en a beaucoup qui jouent le jeu. Ceux qui reconvertissent, parfois il y a un taux de conversion, parfois pas. Quand il y en a un, généralement, ça sert à financer des projets associatifs. On n'a pas de fondation parce qu'on est trop petit, mais on finance des fois via des actions comme ça, en ayant une commission à la reconversion des professionnels, on peut financer des associations qui sont aussi sur le territoire.
Là, en bref, sur le fonctionnement, donc juste pour dire, on reste petit, on est donc 80 monnaies locales, 15 000 communes couvertes, plus de 10 000 entreprises ou associations adhérentes, à peu près, je pense plus de 50 000 aujourd'hui, puisque c'est des données de 2020 à 2021, mais plus de 50 000 utilisateurs particuliers. Et donc, les impacts, au-delà de ce que j'ai dit, sont environnementaux. Circuit court, qui semble un peu la partie évidente, avec l'impact que ça peut avoir. Alors, en termes de rejet de CO2, je sais pas, mais en tout cas en termes de biodiversité, parce qu'on sait très bien que les petits agriculteurs, c'est quand même pas le même impact que les gros. Mais aussi en termes de pratique, parce que les monnaies locales, c'est aussi des réseaux de professionnels membres qui se rencontrent au travers de petits déjeuners ou autres et qui vont échanger sur leurs pratiques et progresser, ou au-delà juste se dire que en fait ils ont fait ce geste et maintenant ils veulent aller plus loin. Et alors c'était sur une enquête pour l'étude d'impact, mais 80% des professionnels répondants ont dit avoir fait des efforts sur leurs pratiques environnementales depuis qu'ils ont adhéré. Et plus du quart ont fait l'effort de chercher plus de producteurs locaux pour dynamiser le territoire, donc pour renforcer quelque part l'ancrage. Sur les particuliers, aussi forcément, on adhère, on veut réfléchir, on va plus loin. Donc voilà, côté environnemental assez fort. Le côté démocratique dont j'ai parlé, qui est renforcé par le rôle d'éducation populaire des monnaies locales, qui font un vrai travail auprès de leurs adhérents et de leurs bénévoles, mais aussi du grand public pour faire comprendre le lien entre l'économie, l'environnement, le social et tout le reste. Donc, ce que ça aille du fonctionnement de la monnaie au l'impact des échanges, toute la dynamique qu'il peut y avoir là-dessus. Le développement de la solidarité, et là, c'est un des points sur lequel on est vraiment sur une idée de coopération avec d'autres acteurs. C'est-à-dire que les monnaies locales j'ai parlé de celles qui reversent un petit peu les associations en direct, mais elles sont aussi des outils pour les collectivités locales pour aller plus loin dans leur politique sociale, soit en reversant des aides sociales en monnaie locale, ce qui incite des publics en difficulté à aller vers du plus sain, vers du local, et surtout aller vers des petites boutiques où ils recréent du lien social. Et le lien social, c'est aussi un point d'intégration qui est majeur. Deuxième point qui est très un peu à la mode en ce moment, mais en développement en ce moment, c'est beaucoup de travail avec les programmes alimentaires, avec les SSA, avec les PAT ou autres. Et après aussi une solidarité au sein du réseau, où les gens s'aident entre eux, les professionnels s'aident entre eux, les particuliers vont plus facilement voir les réseaux, mais vraiment un travail entre pros. Et pour aller là-dessus, ça peut même aller assez loin sur des problématiques ponctuelles. Je peux citer un cas, alors j'espère que je vais bien le citer parce que c'était à la pive, d'une permaculture qui se développait bien, mais qui n'arrivait pas à communiquer, et en fait qui a eu déjà du soutien par les réseaux de la PIV, mais surtout un autre membre menuisier qui a du coup aidé à faire des panneaux pour indiquer vers où était cette permaculture. Donc voilà, c'est des exemples, il y en a énormément d'exemples comme ça, dont je m'étais noté celui-là, mais beaucoup d'exemples qui vont dans ce sens-là. Des travaux aussi pour simplifier l'installation de coopératives en énergie locale. Voilà. Les exemples, je pense que je pourrais parler des heures et des heures, et le but c'est quand même de passer rapidement aux échanges. Et voilà, et pour dire que voilà, c'est aussi donc les autres impacts, cohésion sociale et impact économique, mais je pense que j'ai déjà évoqué, et que si on va avoir le temps de questions dans la salle, je le ferai plutôt sur les réponses aux questions. Merci, en tout cas on comprend en quoi les monnaies locales sont un outil par nature pour la RTE. Merci pour toutes ces réponses et présentations. Et maintenant, je vous laisse la parole. Si après ça, il y a des questions, je vois déjà des mains levées. Monsieur, allez-y. Je sais pas si vous êtes... Je peux me présenter si vous voulez. Donc, Alain Charot. Je suis administrateur délégué de la Fabrique écologique. Je suis responsable thématique des territoires, justement, à la Fabrique. Pourquoi ? Parce que j'ai été longtemps, là, actuellement je suis à la retraite, j'ai été longtemps en Bretagne, et notamment vice-président du Conseil économique et du CESER, du Conseil économique et social. Je rebondis tout de suite sur la dernière intervention qui m'a beaucoup intéressé. J'ai une question. Est-ce que une région peut créer de la monnaie locale ?
pas un échange contre $100 ou 100 euros ou 100 je ne sais quoi, mais de la création de monnaie, exactement comme la Banque de France ou les banques d'ailleurs créent de la monnaie. Vous savez qu'en France, plus de 50% de la monnaie en circulation est en fait de la création de dettes. Enfin, quand vous allez à la banque, la banque ne cherche pas dans ses coffres si elle a de l'argent pour vous prêter, elle crée de l'argent. Et c'est le moteur de l'économie. Ça, c'est une première question. Ensuite, je voulais vraiment vous féliciter pour cette table ronde parce que ça fait environ 15 ans que nous militons, notamment en Bretagne, pour une responsabilité territoriale des entreprises, sachant que la RSE, je vais peut-être choquer quelques-uns, mais la RSE a une grosse dimension de greenwashing. Et pourquoi ? Parce que, pour reprendre l'image de To Wash, la RSE, c'est souvent laver son linge sale en famille, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien ce que l'on fait quand on fait de la RSE. Tandis que quand on fait de la responsabilité territoriale, eh bien, on sort de l'entreprise et là, les citoyens voient si l'entreprise est ou non fait ou non des actions qui ont un effet sur le territoire. C'est un premier point. Alors, ma remarque maintenant, c'est que il y a en France, et je le vis à la Fabrique écologique, un impensé quand même sur les territoires et sur l'action des territoires. Je prends l'exemple, nous avons fait un dossier récemment, juste avant les élections européennes, sur des recommandations à faire pour l'Europe, en vue notamment du Green Deal. Et je me suis aperçu, notamment en coordonnant un certain nombre de ces fiches, que l'organisation française hyper centralisée était un obstacle à l'action territoriale. Alors, peut-être pas l'action territoriale des entreprises, c'est vous qui allez nous le dire, mais en tous les cas, l'action territoriale des politiques publiques. Personnellement, je m'en suis rendu compte. Et pourquoi ? Justement parce que cette centralisation empêche. Il y aurait des exemples absolument ubuesques où notamment en Bretagne, nous sommes très en avance là-dessus. Nous voulions des politiques plus ciblées sur... par exemple, on n'a pas besoin de politique montagne en Bretagne. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Enfin, peut-être pour les monts d'arrêt, mais c'est quand même pas très important. Et la politique montagne s'applique en Bretagne. Ouais, c'est comme ça. Et donc, je pense que cette centralisation fait obstacle parce que il faut pas oublier une chose, c'est ce que vous avez dit pour les entreprises, mais c'est encore plus vrai pour les politiques publiques. Les politiques de transition, les politiques de décarbonation, les politiques de lutte pour la biodiversité, pour l'eau, eh bien, elles finissent toujours, même si elles sont européennes, elles finissent toujours par s'appliquer au niveau d'un territoire. Je prends l'exemple de la politique de l'eau. En Bretagne, nous n'avons que l'eau qui tombe du ciel. Vous me direz, il en tombe beaucoup, donc ça tombe bien, mais nous n'avons pratiquement pas de politique de l'eau des nappes phréatiques. En Île-de-France, c'est exactement le contraire. Bon, la politique de l'eau française, c'est la même pour tout le monde. Alors que, évidemment, nous ne devrions pas avoir la même politique. Donc, cette impensée des politiques publiques qui devraient s'appliquer qui s'appliquent toujours finalement au niveau territorial, elles rejoignent un deuxième impensé qui est la centralisation excessive de la France. Et ceci m'amène à quelque chose qui est une question aussi. Est-ce que vous ne pourriez pas, dans le cas d'une politique territoriale, militer pour une deuxième vraie décentralisation française qui, me semble-t-il, faciliterait grandement vos politiques territoriales d'entreprise. Merci pour ces questions. Peut-être sur la première question, Ingrid, sur les monnaies locales, est-ce qu'on peut faire de la création monétaire avec le Schluck de Strasbourg ? Je ne sais plus si j'ai bien prononcé. Sur la création pure de monnaie, si on veut être reconnu comme organisme de paiement, si on veut ne pas avoir de problème avec le contrôle des organismes de paiement et que voilà, c'est compliqué. Après, il y a des expérimentations qui ont pu être menées en Belgique ou aux Pays-Bas et du coup, je sais pas comment ils gèrent sur le fonds de garantie. Je suis pas allée vraiment jusqu'au bout là-dessus, mais où il y a vraiment de la création d'argent distribué à des citoyens. Mais je sais pas s'ils abondaient en parallèle sur un fonds de garantie ou pas. Donc je ne peux pas, je peux pas dire. Mais voilà, actuellement, on a cette obligation d'avoir le fonds de garantie parce que si demain, alors c'est vrai que si on fait
porté par la région elle-même, c'est peut-être plus simple. Mais si c'est une association, si demain l'association se casse la figure, il faut bien pouvoir rembourser tous les gens qui ont eu les monnaies. Et donc voilà, vu la façon, la loi, c'est un très grand avantage, c'est un grand avantage de la France pour développer, mais c'est aussi un blocage. C'est peut-être ça, ça revient un peu à la centralisation qui est pour nous, là, je vais quand même rebondir rapidement sur la question, parce que la semaine dernière, on avait les rencontres collectivités locales et monnaie locale à Montpellier. Et un des grands sujets, c'est quand même le blocage des innovations des collectivités territoriales par des règlements, des lois. Et voilà, au-delà même du fait que c'est pas toujours adapté, c'est que des fois, ça bloque des créations de nouvelles idées, de nouvelles innovations. Donc, c'est un sujet sur lequel on milite. Alors, je vais pas jusqu'à, quand je fais le plaidoyer, je vais pas jusqu'à dire on arrête la centralisation, parce que je pense que sinon j'aurais du mal à être écoutée. Mais en tout cas, c'est un des plaidoyers qu'on a, c'est laisser les collectivités locales innover avec nous. Merci. Et je cède la parole à Marine sur du coup plus l'aspect décentralisation. Est-ce que Moi, j'avais retenu que la question c'était RSE washing et RTE quoi. Alors moi, je veux bien prendre cette question parce que et Claude voilà contribuera. C'est oui et non. Alors non, pourquoi ? Parce que déjà, il faut regarder les tailles des entreprises. Quand on est des grandes entreprises, on a des contraintes, on a du reporting extra-financier, on a beaucoup d'indicateurs, des batteries d'indicateurs. Et aujourd'hui, on se projette sur la CSRD applicable à partir de janvier 2025. Et dis rapidement ce qu'est la CSRD. Oh, ben c'est la. Plus le SIG non plus, mais. Ouais, c'est ça, le SIG. Le texte de reporting, le texte européen de. Vas-y. C'est plutôt la performance extra-financière, mais poussée. Voilà, en fait, c'est la double matérialité parce que, alors le sigle, voilà, je ne sais pas, mais en revanche, vous avez une double matérialité, c'est-à-dire que vous devez étudier vos impacts économiques, sociaux, et puis vous devez reporter ce que ça modifie sur votre engagement. Donc la CRD, elle amène aussi une grosse batterie d'indicateurs parce que vous devez vous comparer, faciliter le benchmark, la siège est augmentée, etc. Donc, dire que ça va favoriser ou ça permet le greenwashing, je pense que c'est un peu rapide. Après, évidemment, on a les petites ou les moyennes entreprises où là, c'est plus, je dirais que c'est peut-être un peu plus compliqué, mais surtout, la RSE, c'est quand même une norme volontaire. Et ça a été décidé de cette façon-là parce que c'est une pratique managériale, c'est une pratique d'entreprise et que chaque entreprise est confrontée à des problématiques différentes en fonction des tailles, des secteurs, etc. Donc, voilà, c'est un peu plus compliqué. En revanche, vous avez effectivement, ça peut, oui, conduire à du washing. Ça, nous sommes d'accord. Mais en fait, le propos de la RTE, c'est pas celui-là. Parce que justement, on s'est dit... on multiplie les indicateurs. Ce qui nous a semblé un petit peu compliqué, c'est que, en fait, on mesure beaucoup d'indicateurs, mais la complexité des défis à relever et donc des solutions à co-construire fait que ces indicateurs-là, il faut qu'ils soient décidés autrement. Et le travail mené dans Impact Tank, justement, il vise à chercher, à établir, à construire des référentiels pour qu'on puisse identifier les marges de progrès et le chemin parcouru. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je dirais que dans la RTE, ce qui est important de réfléchir, c'est la façon de transformer, de bifurquer et de penser autrement les coopérations. Et à partir de là, on n'a plus forcément un acteur qui peut capter de la valeur, créer de la valeur, la capter de la ressource, mais qu'on est bien sur l'idée d'activer ensemble et ancrer ensemble. C'est Tony qui disait plus on est ancré, plus son impact social est fort. Mais moi, je pense que justement, la RTE, c'est une école de la démocratie et ça contrebalance ce washing qu'on pourrait retrouver. Voilà. Merci et je cède la parole à Claude sur l'autre partie de la question. Si je pars de la notion de notre groupe, nous avons dû recentraliser à un moment donné pour pouvoir mutualiser et de nouveau décentraliser. Donc c'est sans arrêt un mouvement de balancier qui est hyper important pour pouvoir mutualiser collectivement et après décentraliser. Par contre, effectivement, les initiatives, elles viennent souvent du territoire.
Après, sur les collectivités territoriales, des sujets ont été abordés. Le PTCE, déjà, c'est un sujet qui peut être porté à l'initiative des collectivités territoriales. Très intéressant. Un sujet majeur aujourd'hui, qui est typiquement de l'ESS, c'est les SCOP, les coopératives et les SIC. Aujourd'hui, les collectivités ne connaissent pas suffisamment les SIC. Et c'est ce qui va peut-être permettre de développer apporter des solutions aux compétences qu'ils ont. Après, le millefeuille territorial, bon, je ne vais pas développer là-dessus, tout le monde en est conscient. Aujourd'hui, là où il y a mutualisation, c'est les EPCI, c'est les communautés de communes. Les communautés de communes, vous allez peut-être me contredire, mais aujourd'hui, c'est toujours pas considéré comme des collectivités. Pas de suffrage universel direct, pour la plupart, pas de projet politique. Juste délirant. Elles ont la compétence eau, la compétence assainissement, la compétence aujourd'hui risque inondation, qui concerne essentiellement notre groupe. Comment voulez-vous travailler avec des collectivités aujourd'hui qui utilisent pas le fonds Barnier, qui travaillent pas sur la maîtrise des risques d'inondation, de pollution, etc. Donc ce sujet-là aujourd'hui, il est aussi politique et à un moment donné, il va falloir pousser pour faire du lobbying, pour apporter ces solutions-là. C'est juste indispensable. Et sur l'eau et l'assainissement, sur l'eau en particulier, sur le grand cycle de l'eau, parce qu'il est plus compliqué que ça n'apparaît à tout un chacun, y compris au niveau de notre groupe, on fait des conférences sur les territoires, y compris avec les agriculteurs, y compris avec plein d'autres acteurs, l'agence de l'eau, ce qui reste de l'agence de l'eau aujourd'hui et de son impact, y compris financier, pour trouver des solutions. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, collectivement, la société civile, des groupes comme le nôtre, on est obligé de faire énormément de lobbying, et y compris au niveau européen, parce que les commissaires européens, quand on parle de SS, ou voilà, là, ça dépasse l'entendement pour eux. Donc, il faut faire énormément de lobbying. Mais déjà en France, rien que très rapidement sur le risque inondation. En matière de lobbying, la France est quand même sur le fonds catastrophe naturelle. Je ne vais pas aller très très loin sur le sujet, mais on est peut-être un des seuls pays en Europe qui bénéficie de ce fonds catastrophe naturelle, qui est le moyen de mutualiser au niveau national, de pouvoir trouver des solutions. Vous prenez en Espagne, voilà, il y a un fonds quasiment identique. Mais vous prenez les États-Unis, en Floride, il s'est passé des catastrophes. Les gens, voilà, ils n'ont plus rien. En France, la mutualisation fait qu'on arrive encore à réparer les biens et les personnes grâce à ce fonds catastrophe naturelle. C'est sur tous ces sujets-là qui sont au plus proche du territoire, mais qui doivent être mutualisés. Vous voyez, c'est le lien entre les deux qui me semble très important. Et la RTE, avec ce sujet de proximité des entreprises qui trouvent des solutions solidaires, sont hyper importantes. Et Tony, du coup, vous voulez aussi réagir Oui, je peux réagir à en effet la question sur impact washing, et donc pour compléter aussi ce que disait Marilyn, je pense que vous avez raison de dire que en effet le risque d'impact washing est plus grand quand on a affaire à des entreprises, mais c'est vrai que c'est c'est un tout petit peu caricatural aujourd'hui, parce que même si ça existe encore évidemment, mais parce qu'en fait la RSE a quand même beaucoup évolué depuis quelques années. Ça fait 15 ans qu'elle a quand même vachement évolué. Elle s'intègre de plus en plus dans la stratégie globale de l'entreprise. Dès 2011, je me souviens de la Commission européenne qui parlait de responsabilité. Avant, c'était engagement volontaire en effet des entreprises, et donc c'était le petit supplément d'âme qu'on donnait au business. Ensuite, en 2011, la Commission européenne parle de responsabilité des entreprises. La loi Pacte est passée par là aussi, et qui a redéfini ce qu'était une entreprise dans le code civil, qui intègre les enjeux sociaux et environnementaux. Et il y a un an ou deux, à la plateforme RSE de France Stratégie, on parle de RSE comme étant un facteur de performance globale de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que la RSE fait partie des objectifs stratégiques pour définir une performance de l'entreprise qui n'est pas seulement économique. Et moi, je crois beaucoup que, même si il faut relativiser le propos, parce que la directive sur le reporting de durabilité, la CSRD,
Elle va concerner plus de 50 000 entreprises européennes à l'issue de l'entrée en vigueur totale. Ça ne représente que 0,2% des entreprises en Europe, donc c'est pas non plus colossal. Et donc là, c'est pour ça que je reviens et je reviens sur ce que vous disiez sur l'impact washing. Donc tout ça est à prendre avec beaucoup de précautions. Quand même, cette directive, pour moi, c'est la vraie entrée dans l'économie à impact, parce que pour la première fois, elle remplace une ancienne directive qui s'appelait NFRD, et comme Marilyn, je vais pas m'amuser à reprendre les cycles parce que je les oublie à chaque fois, mais elle remplace cette directive-là qui, à l'époque, les entreprises pouvaient utiliser n'importe quel référentiel internationaux pour faire ce reporting. Donc, il y avait un problème de comparabilité des données. Aujourd'hui, la CSRD, elle met en place ce qu'on appelle les ESRS, donc c'est les normes européennes de reporting dédiées qui permettent de comparer. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, à partir de l'entrée en vigueur, la CSRD permettra de faire en fait des benchmarks secteur par secteur sur la durabilité des entreprises. Donc la durabilité va devenir un vrai facteur de compétitivité des entreprises. Donc je crois vraiment que évidemment c'est un pas important, historique même, sur la durabilité des entreprises, et ça rejoint du coup cette idée de performance globale que je citais là de France Stratégie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, allez-y. Oui, je vois que répondre aux besoins des citoyens sur le territoire a un coût, au-delà de l'engagement, des coopérations nécessaires. Alors, ma question, c'est comment concilier d'un côté les solidarités face à des notions d'entreprise que sont rentabilité, productivité. Est-ce que vous pensez que l'État, au final, et les collectivités d'ailleurs, ont un rôle à jouer pour accompagner, y compris des initiatives locales qui sont nécessaires? Quel rôle du politique dans la conciliation entre la solidarité et la rentabilité, ou des politiques? Je sais pas, qui veut répondre à ça? Allez-y. Sur la notion de gouvernance, on se connaît, Abdou. Donc la gouvernance avec toutes les parties prenantes. Et là, on est sur le rôle effectivement des mutuelles et de l'ESS. On a cette vision-là. Pour donner un exemple concret et très territorial et qui est en lien avec la RTE, moi j'ai visité toutes les entreprises de mon territoire. J'ai été rencontrer tous les patrons, etc. Il y a une frange, mais qui reste quand même assez. Alors moi, c'est un territoire, une frange assez fine, où là, on est sur des chefs d'entreprise avec qui on pourra jamais travailler. Ils ont, une démarche très ubérisée de l'économie et on pourra jamais travailler avec eux. Par contre, j'ai trouvé beaucoup de chefs d'entreprise et avec des gouvernances proches de l'ESS. Pourquoi? Parce qu'ils sont très attachés à leur territoire. Ils créent des écoles de formation à l'intérieur de leur boîte pour développer effectivement leur entreprise. À titre d'exemple aussi, des zones d'activité qui sont créées, commerciales. On met en place des règlements sur ces zones d'activité, là avec les collectivités territoriales, où on engage effectivement des démarches très contraintes, en lien par exemple, là on parlait de l'eau tout à l'heure, avec la ressource en eau, et puis plein d'autres sujets. Qu'est-ce qui se passe? Ces mêmes chefs d'entreprise, avec cette RTE en tête, mais qui sont pas labellisés, et qui l'ont vraiment, qu'est-ce qu'ils font? Ils développent plus que ce que leur règlement impose. Et je trouve ça vraiment, cette démarche très intéressante. Là où effectivement on aura cette volonté d'aller vers cette démarche de solidarité, et puis même aller plus loin, c'est quand les politiques publiques intégreront ces notions-là. Et moi, j'aimerais bien voir effectivement cette labellisation. Je ne sens pas le terme de label, mais peut-être qu'il faut parler d'agrément, ou je sais pas, on peut même aller très très loin. Mais quand ça sera totalement intégré dans les politiques publiques. Et là, le lien avec les clusters, avec les groupements d'employeurs auront tout leur sens en matière de développement de territoire et des solidarités. Oui, moi je trouve que ce que dit Claude est très juste. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur un processus, on voit bien qu'il y a des gens qui sont irréductibles, il y en a qui voudront jamais faire de RSE ou qui veulent pas entendre parler de solidarité, et puis il y en a d'autres au contraire qui vont le faire. Après, je dirais que il y a une contrainte de fait, c'est-à-dire qu'en fait, on est obligé de le faire. Et qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on va le faire.
Bon, il faut peut-être attendre qu'il y ait des catastrophes de type ce qu'on a vu à Valence en Espagne pour se dire peut-être qu'il faut travailler autrement. Après, moi je crois que ce qui est intéressant dans la responsabilité territoriale, c'est que évidemment elle s'ancre dans l'économie sociale et solidaire, mais elle va au-delà. Et elle associe les collectivités territoriales. Et les collectivités territoriales, elles sont associées dans 2 dimensions, ou en tout cas, leur processus de RTE, il est dans 2 dimensions. La première, c'est qu'effectivement, on renouvelle les partenariats publics-privés. C'est-à-dire qu'on voit pas l'entreprise seulement comme une entreprise à laquelle on va imposer, on va taxer ou on va faciliter un ancrage ou une embauche. Mais on va vraiment voir l'entreprise comme un acteur qui permet de densifier le territoire, qui permet de créer du lien. Et l'exemple qu'on a vu sur les monnaies locales, c'était très net, quoi. C'est finalement comment je crée du lien social et comment je fais que mon territoire, il devient habitable. Il devient, il y a la confiance, il y a l'engagement, il y a le bien-être. Et toutes ces notions-là, elles viennent de ça. Et puis la deuxième dimension, je pense, pour les collectivités territoriales, c'est que finalement, elles sont aussi prises dans un étau, des besoins concrets qui augmentent sur le territoire et des moyens alloués qui sont de plus en plus réduits. Et que donc, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la complexité des défis et les solutions qui sont individuelles et qui sont inventées en termes d'innovation sociale, etc., ramènent les collectivités territoriales à repenser elles-mêmes la façon dont elles travaillent ensemble, dont elles travaillent avec les différents niveaux de gouvernance. Et ça, je trouve que c'est intéressant de voir comment les choses se passent et comment ça peut, selon les territoires, parce que chaque territoire est différent, comment ça peut se créer, comment on peut avoir des exemples d'innovation se développer pour faire boule de neige. Merci. Je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Moi, je voulais ajouter alors vraiment sur la partie un peu de la question, sur la fin de la question sur le rôle de l'État et pour moi, alors du coup, j'ai parlé vraiment de l'outil qui est développé par l'outil monnaie locale, hein, mais on voit la différence quand il y a des engagements évidemment des collectivités locales ou quand il y en a pas. Nous, l'engagement de l'État, on le connaît pas, mais c'est vrai que pour moi, au-delà, quelque part, c'est vrai qu'il y a un peu cette dichotomie ou cette contradiction où l'État ne permet pas vraiment d'innover par les collectivités locales directement, mais en parallèle ne finance pas. Et c'est vrai que je pense qu'il faudrait au moins avoir une logique, soit de laisser plus de liberté aux collectivités territoriales et accepter que c'est elles qui portent parce que c'est elles qui connaissent les territoires, mais dans ce cas-là, on leur donner les moyens de le faire. Et soit investir plus au niveau de l'État. Et je dis pas qu'ils fassent rien non plus, hein, je sais pas, c'est pas pour rentrer dans un défi, mais en tout cas, quand on lance un nouveau, je pense que dès qu'il y a des transformations pour les structures les plus petites, avoir un soutien de politique territoriale, y compris financier ou d'ingénierie, c'est quelque chose qui en effet est important et que tous ces sujets de RTE puissent rentrer dans des vraies politiques, ça, pour moi, ça aurait vraiment du sens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on va en prendre 2 d'un coup. Monsieur au 2e rang, allez-y. Madame Philippi, moi j'ai une question plutôt pour vous, d'un point de vue universitaire. En quoi la RTE s'inscrit en faux ou non du développement économique local? C'est un concept universitaire qui a quand même eu ses heures de gloire dans les années 2010 à 2014, et davantage encore dans le milieu anglo-saxon qui faisait finalement la part belle aux parties prenantes, aux enjeux de complémentarité, de coopération, voire même de compétition sur les territoires, dans la mesure où c'était un processus de construction territoriale. Et de ce fait-là, je dirais, on faisait coïncider des territoires d'action avec des territoires administratifs, et chaque partie prenante, institutionnelle, service public, collectivité, entreprise, citoyen même, avait son mot à dire, et dont le but, in fine, était finalement de répondre à un problème commun sur un territoire, d'ordre sociétal, de production, de RH, vous l'avez parlé avec la responsabilité sociale des entreprises, et surtout environnementale. Donc ma question, elle est là, c'est en quoi la RTE est un substrat ou pas, le terreau fertile d'un développement économique local, puisque c'est une inversion de paradigme. Merci. Ouais, on va prendre une série de questions et après je vais essayer de répondre. Il y avait un monsieur derrière, ou une dame, là je vois, madame, allez-y là. Au risque d'être la béotienne de la salle,
Moi, je connais peu de choses à ce thème, mais je pensais qu'il s'agissait ici d'éducation populaire. Et je suis venue avec l'idée de repartir enrichie d'une compréhension et de connaissances. Je regrette beaucoup, d'abord, l'utilisation systématique de sigles. Moi, je sais bien, hein, vous êtes peut-être des spécialistes, mais justement, le SSA, le TAT, le CCRD, le NFRD, etc., faire du benchmark, bon, etc. Je suis désolée, peut-être que j'ai déjà entendu parler de ces notions, mais quand c'est comme ça, au fil d'un discours, je ne suis absolument pas capable de me repérer. Pourtant, je lis Alternative économique assez régulièrement, hein, je veux dire, c'est pas... mais là, je trouve que tout de même, on plane. Désolée. Par ailleurs, j'avais une question, moi, un petit peu de base. J'entends parler effectivement de responsabilité des entreprises, etc., mais je n'ai toujours pas compris d'où émane cette notion de responsabilité. Elle est fondée sur quoi? Sur la loi, sur une convention, sur... moi, je pratique le lien. Je suis de Saint-Étienne. On a le lien. Hein, c'est un... Voilà. J'ai posé 1000 fois la question, d'ailleurs. Je n'ai jamais eu de réponse réelle sur quel est le fondement. Je veux dire, dans 10 jours, il prend fantaisie à l'État. Et ces temps-ci, il n'en manque pas. De rayer d'un point, d'interdire le lien, et pof, qu'est-ce qui reste? Voilà. Donc, il y a un ensemble de choses. Alors, peut-être que c'est parce que je suis justement une béotienne. Mais si on veut cesser de l'être, on vient ici, quoi. Et pardonnez-moi, je ne doute nullement de vos compétences ni de votre engagement. Il faut qu'on mais je trouve que là, sur les sigles. on manque de racines. Voilà, je vous remercie. Peut-être je vous laisse répondre sur la première, si vous avez un deuxième. Ah ben moi, je vais attaquer par la deuxième. Je vais remonter en sens inverse, quoi. Bon, alors voilà. Sur quoi en fait la RTE elle est fondée? Sur quoi elle est fondée? Alors effectivement, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de label. C'est quelque chose en fait qu'on voit émerger sur des initiatives concrètes et que l'idée c'est vraiment de comprendre ce qui se passe en termes de processus. Et nous, on a développé un programme de recherche en Nouvelle-Aquitaine et ce qu'on mène pour justement se dire de quoi on parle concrètement, qu'est-ce que ça veut dire la responsabilité territoriale. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai commencé mon intervention, j'ai dit on a un chiffre qui montre que les Français attendent une responsabilité territoriale, mais finalement derrière, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est la raison pour laquelle nous, on n'a pas voulu s'inscrire dans ce programme en disant à la fin du programme, on vous donnera un label. Non. On cherche à comprendre l'expérimentation parce que l'expérimentation est essentielle pour identifier ce qui se passe. Donc, sur quoi ça se fonde? Ça se fonde sur l'observation et les expérimentations et que l'idée, c'est de monter progressivement en généricité pour identifier les leviers d'action et donner aux acteurs les possibilités de changer les logiques actuelles. Donc ça, c'est peut-être la première chose. Et oui, madame, vous avez raison et je m'en excuse. On utilise du jargon. Alors, on essaye de faire œuvre de pédagogie, mais c'est pas facile. Alors après, ça fait planer. Je sais pas si le paradis artificiel de la RTE est agréable, mais pourquoi pas. Donc, je dirais que effectivement, il faut faire attention. Donc, on a essayé après de décliner, mais il faut être vigilant. Et effectivement, on est un peu loin, mais pas si loin, de l'éducation populaire. C'est-à-dire qu'effectivement, la RTE, dans la responsabilité territoriale, dans ce qu'elle enclenche en termes de processus, de coopération, de démocratie, d'apprentissage, de confiance, quelque part, elle questionne vraiment la façon d'apprendre la connaissance. Et l'éducation populaire a sa part sur l'amélioration des connaissances et des leviers d'action qu'on peut avoir. Donc, désolé, effectivement, c'est pas tout à fait l'éducation populaire. Et je terminerai sur la question de la RTE avec finalement qu'est-ce que ça amène. Moi, je le traduirais en quelle est la valeur ajoutée
par rapport aux politiques publiques précédemment faites, notamment sur les questions de territoire, d'action, territoire administrative pour répondre à un problème commun. Moi, il me semble que ce que change la RTE par rapport à ces politiques publiques, c'est qu'on bascule sur de la coopération et pas sur les questions d'attractivité. Finalement, si on regarde la littérature sur les politiques publiques, sur alors je suis désolée, je vais encore utiliser un jargon, madame, la CAM, c'est-à-dire la façon de mener des politiques publiques sur les territoires. C'est vraiment l'idée de se dire on va attirer des gens parce qu'on est les meilleurs. Et en fait, là, ce qui est mis en avant, c'est pas ça. C'est le fait de dire, quel que soit le territoire, que ça soit une ville, un quartier de ville, que ça soit un territoire périurbain, un territoire en milieu rural, on va regarder ce territoire-là, les forces en présence, et on va contribuer à un développement. Et c'est la raison pour laquelle il me semble que la différence, elle se joue sur, on cherche pas à attirer, mais on cherche à co-construire. On cherche à co-construire ensemble. Et on change un petit peu la question de la politique d'attractivité. C'est pour ça que on va voir des projets de territoire se développer, on va voir des territoires se réinventer, et on va donc voir des forces sur finalement comment j'arrive à co-construire avec les autres cette valeur ajoutée. Et je pense que c'est ce qui est en train de se jouer, il me semble, dans la différence avec la responsabilité territoriale. Et il y avait Tony qui voulait aussi prendre rapidement, il nous reste 5 minutes pour prendre peut-être une petite dernière série de questions. Alors en 20 secondes, pardon pour les sigles en effet, vous demandiez si c'était volontaire ou pas. Évidemment, l'engagement territorial des entreprises, l'engagement en matière de responsabilité se fait de façon volontaire pour une part, et le sigle terrifiant que j'ai cité, c'était justement une obligation réglementaire. Donc grâce à là en l'occurrence c'est une directive européenne, certains pour une certaine partie je disais 50 000 entreprises européennes in fine, cet engagement sera obligatoire puisqu'elles devront reporter. Enfin c'est en tout cas une obligation de transparence. Et ensuite c'est pas une obligation de passage à l'action. Le rôle qu'on a nous aujourd'hui et les acteurs de la société civile, c'est de pousser les entreprises à ce que, au-delà de la transparence, on aille vers un passage à l'action. Et peut-être pour être un peu plus pédagogique sur le terme d'impact, et ça me fait penser aussi sur l'impact washing dont vous parliez, parce que je pense que c'est important qu'on puisse revenir sur ça. Ce qui va différencier, et c'est très concret comme exemple, ce qui va différencier par exemple le reporting de la mesure d'impact, c'est que faire du reporting pour une entreprise, c'est par exemple dire tiens, j'ai financé par du mécénat ou par mes activités de RSE 1000 heures de formation pour des jeunes éloignés de l'emploi dans mon territoire. Et c'est vrai que le risque d'impact washing, il est là. C'est-à-dire que dire que j'ai financé 1000 heures de formation ne renseigne pas du tout sur ce que sont devenus ces jeunes. On peut donner 1000 heures de formation ou 100 000 heures de formation et puis en fait qu'il ne se passe rien. Aller rechercher l'impact d'une action, c'est comprendre quels sont les changements provoqués dans la vie des bénéficiaires, d'une part, et quel est le lien de causalité entre ces changements et l'action de mon organisation, pour essayer de dégager tous les effets d'aubaine, les effets d'attribution, etc. Donc c'était très concret. L'impact se vit très concrètement dans la vie des gens. Merci. On va prendre une toute dernière série de questions très très rapides. Il y avait quelqu'un sur Madame, allez-y. J'ai une question sur la monnaie locale. Est-ce qu'elle est utilisée aussi à titre, si ce n'est de rémunération, en tout cas de défraiement? Je pense par exemple à des chantiers participatifs de citoyens locaux et qui pourraient être défrayés avec de la monnaie locale. Est-ce que c'est utilisé comme ça, ou bien une partie de rémunération aussi, pourquoi pas? Merci. Et monsieur du coup aussi derrière du coup. Oui, ma question elle s'adresse un peu à tous les participants. J'ai l'impression qu'il y a eu deux notions très différentes de RTE qui ont été évoquées, expliquées. Une RTE facteur de compétitivité pour les entreprises, donc qui reste très inscrite dans le référentiel du marché et des marchés financiers. Et puis une conception, production collective de valeur pour les territoires, pour les résidents humains et non humains de ces territoires. Alors je prendrai un exemple pour
faire voir en quoi joue la différence. Donc un territoire comme le plateau des Mille Vaches, où il y a des arbres. Ces arbres, ils peuvent être coupés, transportés dans des pays très lointains et revenir pour être transformés et revenir sous la forme de meubles. Et là, il y a beaucoup de valeur produite pour les marchés, peu pour le territoire. Et puis, il y a une autre logique collective où le bois reste sur le territoire et transformé sur le territoire, comme avec Ambiance Bois, qui est une sorte de coopérative. Et puis, et donc là, ma question, c'est est-ce que dans la deuxième version, la RTE n'amène pas à assumer un protectionnisme, pas national, mais un protectionnisme territorial? Et d'ailleurs, on pourrait dire que le SCO, qui est la monnaie locale du Pays Basque, est un outil de protection territoriale. Merci pour ces deux questions. On peut peut-être commencer rapidement sur la question sur les monnaies locales, parce que l'heure est serrée. Si vous pouvez faire rapide. Voilà. Et puis, du coup, je pourrais répondre un peu sur la fin de la deuxième question. Pour ce qui est des défraiements en monnaie locale ou des paiements, alors moi, pour ma part, en tant que délégué général du mouvement Sol, je reçois une partie de mon salaire en gonette. Donc, c'est possible. Il y a aussi un certain nombre de structures qui proposent des primes de fin d'année, donc soit via le CE, soit directement via l'entreprise. Je peux citer la Nef, je peux citer la Poste. Il y a un petit groupe, un CE d'une poste locale qui voudrait proposer ça. Donc voilà, ça c'est aussi une autre possibilité au sein de l'entreprise. Et pour ce qui est des bénévoles, ça peut être fait, mais comme il faut un fonds de garantie, il faut que la structure qui paye achète ces monnaies. Mais par exemple, à Grenoble, il y avait eu des échanges bonnes actions contre monnaie locale. Donc, on apportait par exemple à la déchetterie plutôt que jeter ailleurs, on pouvait avoir un bon de X, je sais plus si c'était 5 cairns ou voilà un certain nombre de monnaies locales qui pouvaient être faits. Et sur les projets justement dont je parlais tout à l'heure en Belgique ou aux Pays-Bas, c'était vraiment des idées où il y avait un montant annuel pour tant d'heures de bénévolat, il pouvait y avoir ce reversement. Et donc en France, c'est tout à fait imaginable, à condition que la collectivité locale porte le fonds de garantie ou que l'association porte le fonds de garantie. Voilà, donc je pense que j'ai répondu. Et juste pour le protectionnisme rapidement, moi, je vois plutôt ça comme un développement de la résilience territoriale, parce qu'on n'empêche pas, on ne fait pas des frais à l'entrée, on simplifie le fait qu'on utilise sur place. Donc pour moi, c'est pas du protectionnisme, c'est une aide à la résilience territoriale, mais pas le protectionnisme. C'est plutôt Trump qui veut mettre des tarifs, des taxes à l'entrée. Donc voilà, pour moi, c'est plutôt une aide aux gens de se défendre contre le marché international plutôt que du protectionnisme. Et on n'empêche pas les autres de venir. On permet de faire différent. Et sur la deuxième question, Claude, sur cette question-là, qui, moi, je trouve hyper intéressante, mais comme toutes les questions, d'ailleurs, je vais pas faire de jugement de valeur, facteur de compétitivité pour la RTE, certes, mais en termes de valeur intrinsèque et pas de valeur économique et financière, c'est une vraie valeur pour les territoires et il n'y a pas de compétition entre territoires. Je crois, c'est toi, Marine, qui a évoqué la notion de projet de territoire. En tant qu'élu, j'ai élaboré pas mal de projets de territoire. J'aurais dû penser à l'époque, effectivement, que le projet de territoire, c'est pas uniquement implanter une zone d'activité et dire voilà, les entreprises vont se situer là, mais intégrer les entreprises dans le projet de territoire. Et là, effectivement, cette notion de RTE a tout son sens. Parce que collectivement, avec la société civile, avec l'économie, avec les collectivités, on engendre un vrai projet de territoire pour le bien. Et la notion de compétitivité, quand on élabore un projet de territoire, on se dit, voilà, l'école communale, c'est bien au niveau de la commune. Le centre hospitalier, peut-être qu'il doit pas être dans la commune, mais un peu plus loin et qu'il innerve sur la notion du grand cycle de l'eau, sur la notion des ordures ménagères, du traitement et de la collecte des ordures ménagères. Tous ces sujets-là, c'est des cercles concentriques qui vont au-delà d'un micro-territoire. Pour moi, il y a la notion de bassin de vie et les interconnexions continuelles avec le sujet de la mobilité. Je trouve rien de plus bête de travailler sur un projet de mobilité sur un micro-territoire. Ça n'a pas de sens. Quand on travaille avec un partenaire de l'ESS comme, je sais pas, je pourrais dire Mobicop, Réseau Pouce, etc., on tourne pas en rond dans la commune. Donc on va travailler avec les autres collectivités. Et là, la notion d'interconnexion avec les autres projets est hyper importante. Et c'est une question très intéressante. Et moi, ça me bouscule par rapport à la vision que j'avais auparavant de la notion de territoire. La RTE a un sens, pour moi, très, très précis, en fait. Eh ben, merci. Et Marine, pas mieux, hein.
Et pas mieux. Et donc, rendez-vous à la fin du projet de recherche qui en engendrera peut-être sûrement d'autres. Et on retiendra la question. Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous. Désolé, on n'a pas pu prendre toutes les questions, mais le temps file et il est déjà 13h passé. Merci à vous d'être intervenus et merci à vous pour vos questions. Et voilà.